La cause, pour terminer. La cause. Nous écoutons. Nous écoutons. Nous écoutons la cause, mais nous terminerons par l'écoute du proverbe venu du Kouilou. Donc, après la cause, on écoutera le proverbe venu du Kouilou pour terminer la séance de ce soir. Monsieur le Président du Présidium de la Conférence nationale, Mesdames et Messieurs les membres du Présidium, Mesdames et Messieurs les conférenciers, la Conférence nationale qui se tient aujourd'hui dans notre pays, victoire incontestable de toutes les forces du renouveau démocratique, sous l'impulsion du peuple travailleur, organisé au sein de la Confédération syndicale congolaise, est un organe de lutte dont s'est doté le peuple congolais pour réduire à sa plus simple expression le pouvoir rentier et clientéliste du PCT afin de permettre l'émergence d'une dynamique politique nouvelle, celle du multipartisme. Imposé comme seule alternative à la crise, le pouvoir ayant perdu toute légitimité aux yeux du peuple, la Conférence nationale s'est posée en réceptacle de la nouvelle légitimité et incarne de ce fait en puissance la souveraineté du peuple. Elle a la mission salvatrice de prescrire des mesures exécutoires pour tous, y compris pour les forces armées qui ont déjà regagné la caserne, pour faire vivre et respecter la démocratie, et qui devront désormais non pas soutenir le légalisme formel des institutions parfois tyranniques et adémocratiques, mais plutôt leur légitimité, c'est-à-dire le capital de confiance que leur accorde le peuple. Dans une telle conception, il importe cependant de faire remarquer que la Conférence nationale n'exerce qu'une partie de la souveraineté du peuple et ne saurait se substituer à lui pour décider de la nature des institutions définitives du pays. C'est ce qui justifie la nécessité d'une période de transition à l'issue de laquelle tous les partis, PCT y compris ou ce qu'il en restera, devront se présenter devant le peuple. La première fonction de la Conférence nationale est donc de décréter l'exercice immédiat de toutes les libertés publiques, condition sine qua non pour que la nouvelle légitimité prenne consciemment corps dans la société civile. Juridiquement, la proclamation sans équivoque de sa souveraineté a entraîné d'une part l'abrogation de fait de la loi fondamentale votée par les députés du PCT et de certains codes ou textes de loi fabriqués sous le règne du monolithisme, et d'autre part la dissolution de fait de tous les organes politiques du pouvoir fondés sur cette loi fondamentale, à savoir Présidence de la République, gouvernement, Assemblée nationale populaire, Conseil constitutionnel, Conseil économique et social, organes locaux du pouvoir populaire, juridiction nationale et tous les organes de répression savamment mis en place ces dernières années, police politique et différents groupes d'intervention et de répression. Seule institution décisionnelle de l'État depuis le 25 février 1991, la Conférence nationale devra combler ce vide créé par cet état de fait par l'adoption d'un acte constitutif devant régir la période de transition après avoir jugé de l'opportunité et défini clairement les tâches des organes à reconduire à titre transitoire. Le gouvernement de la République doit donc savoir qu'il ne lui reste plus qu'à expédier les affaires courantes et que pour toute affaire engageant l'avenir de la nation, il doit s'en référer à la Conférence nationale. Le sieur Denis Sassou Nguesso, émule de Machiavel et de Staline, doit quant à lui attendre tranquillement le sort que lui réserveront ses États généraux au lieu de s'ingénier à importer des tonnes d'armes et de munitions et à fomenter des coups bas pour l'élimination physique des dignes fils de ce pays. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les délégués,
initier des solutions à la crise en attendant la mise en place d'institutions politiques stables, habilitées à mettre en œuvre les orientations politiques que le peuple aura lui-même choisies, est à notre avis la seconde tâche de la conférence nationale. Ce qui passe par une autopsie complète de la situation politique, économique, financière et sociale du Congo. Bien entendu, dans un pays où les excès du monopartisme ont abouti à la systématisation du crime politique, dans un pays où le tribalisme, le népotisme, le favoritisme, la corruption et la gabegie dans la gestion de la chose publique ont été presque institutionnalisés, à telle enseigne que l'État semble avoir été pris en otage par un groupe d'individus bradant à leur guise le patrimoine national, dans un pays, disions-nous, où règne l'arbitraire sur tous les plans. L'évocation de l'audit de l'État suscite les contorsions les plus machiavéliques du pouvoir, véhiculant le spectre d'affrontements ethniques, de la vengeance ou des règlements de compte de type tribal, comme si les actes posés par les gros bonnets du PCT portaient l'estampille de cette réalité sociologique qu'elle attribue. En réalité, il ne s'agit que d'une peur bleue de la sanction du peuple de la part de ceux qui se sont compromis jusqu'au cou. Mais l'état de droit ne se construisant pas sur l'arbitraire, le non-droit et la falsification de l'histoire, l'enjeu national étant si important, la conférence nationale devra trancher sans détour. Il faut donc que lumière soit faite sur toutes les atteintes aux libertés, sur les violations des droits de l'homme et sur les crimes politiques commis dans ce pays depuis l'indépendance, que tous ceux qui ont usé de leur position sociale pour perpétrer des crimes et que tous les coupables, quels qu'ils soient, qui continuent à courir les rues et à jouir du suffrage politique, soient écroués. La vérité sur toutes ces affaires est possible. Sur les morts tragiques de Matsokota, Poivou et Masouemé par exemple, messieurs Ambroise Noumazalaï, Pascal Issouba, Kimbembe Dionne, Antoine Ngayo, Mabouaka et les responsables de la sécurité de la GMNR devront s'expliquer. Sur les crimes d'Etumbi et d'Owando de 1975, Maître Koko, qui a présidé la cour criminelle instituée à cet effet, mais qui n'a jamais achevé ses travaux, Maître Koko, disons-nous, qui a falsifié certaines pièces à conviction, particulièrement le pistolet de Epola, adjoint au caporal-chef Ongoka assassiné à Etumbi, Maître Koko, qui a demandé à certains témoins de brouiller la vérité, lui qui prétend avoir aujourd'hui toujours exercé en toute liberté et indépendance, Maître Koko, qui a fait condamner d'autres personnes, alors que les véritables assassins, Koumou et Essende, proches parents de Marien Ngouabi, sont restés libres et pire, engagés dans notre armée, s'expliquera. Sur la mort du président Marien Ngouabi, abattu en plein jour, en plein quartier général d'une armée consignée, en présence de 2 sous-officiers, enterrés, eux, comble de malheur, dans l'anonymat total, visiblement trahi par toute sa garde, M. Denis Sassou Nguesso, ministre de la Défense de l'époque, qui n'a curieusement jamais été interpellé, la veuve Céline Ngouabi, qui a dû assister logiquement à la tragédie, mais qui a hermétiquement cousu sa bouche, les jeunes Ngouabi, la sentinelle Bazonza, condamné à mort par contumace, arrêté après le procès et relaxé, Maître Koko, commissaire de gouvernement du procès, M. Yombi Opango, président de la République, qui a refusé le droit de grâce aux condamnés à mort du procès de Marien, devront tous répondre devant le peuple. Sur l'affaire largement politisée, du pseudo-maquis de Pierre Anga, Sassou, Obapuni, Ngatse Obala, Okabando Jean-Jules, Ngakala Michel, Oba Pierre et compagnie, démontreront au peuple si l'on peut faire un maquis avec un PMAK, 2 fusils de chasse, en compagnie de sa fille, son oncle et ses 2 frères. Il faut aussi que lumière soit faite sur la ténébreuse affaire du DC-10 UTA qui a coûté la vie à 171 passagers, dont une 50aine de Congolais, et dont tout laisse à croire que M. Sassou Nguesso avait été informé s'il n'avait pas été le principal instigateur. En effet, les investigations menées par la cause à ce sujet établissent de façon formelle la responsabilité civile du chef de l'État dans cette affaire. Premièrement,
Le compte rendu du vol UTA que nous avons du 18 septembre 1989 fait ressortir que les sieurs Obapounou, Edouard Ngakoso et Clément Mwamba, proches parents et conseillers du chef de l'État, étaient réservés pour ce vol et qu'ils se sont abstenus de voyager sans raison apparente. Deuxièmement, les services de Français Sécurité ont en tout cas établi sans démenti des nôtres que la bombe a été placée au départ de Brazzaville. Troisièmement, il est aussi établi que le membre du commando terroriste, auteur de l'attentat, arrêté dernièrement à Kinshasa, est proche de la présidence de la République. Quatrièmement, le mutisme coupable du gouvernement congolais face à ces graves présomptions qui pèsent sur notre pays, et singulièrement sur le chef de l'État, sali par la rumeur publique, est un aveu de taille. Lorsqu'on sait que le colonel Ondele, responsable de la sécurité militaire, rattaché à la présidence, est régulièrement à Kinshasa pour la circonstance. Bien plus, l'interdiction faite à l'Assemblée nationale populaire de se pencher sur le dossier des rumeurs témoigne des appréhensions du chef de l'État avoir éclaté tous les scandales, dont celui d'UTA, lorsqu'on sait que le discours d'ouverture de M. Kombo Mathiona, président de l'Assemblée nationale populaire, qui en faisait état, avait bel et bien été censuré devant son vice-président, je parle de M. Tibinda, par le président de la République au cours d'un repas à la résidence présidentielle. Sassou Nguesso, qui a prêté serment et juré fidélité au peuple congolais, est donc un criminel et doit être interpellé par la conférence nationale à ce sujet. Enfin, il faut que les rapts d'enfants de Mukondo et les circonstances énigmatiques dans lesquelles certains cadres de ce pays ont trouvé la mort soient élucidés. Catholique Xavier, Ikonga Oxens, Tika Kabala et la disparition du docteur Séraphin Bakouma, fondateur du Rassemblement démocratique congolais. Monsieur le Président du Présidium, cette restitution de l'histoire tragique de notre pays conduira le peuple à envisager des mesures de réparation, indemnisation, réhabilitation, etc. Mais une réhabilitation qui ne peut se faire ex ante à la conférence nationale, c'est-à-dire avant que lumière ne soit faite. Voilà pourquoi la cause dénonce énergiquement la procédure de réparation précipitée instituée par le pouvoir aux abois de M. Sassou Nguesso et invite, dans un élan de patriotisme, M. Yombi Opango et tous les autres citoyens ayant bénéficié de ces mesures de restituer les sommes perçues au trésor public en attendant que le peuple le définisse à travers la conférence nationale les critères de réparation. La loi d'amnistie et tous les décrets allant dans ce sens seront réexaminés. Mesdames et messieurs les conférenciers, notre peuple a vécu jusqu'à ce jour dans une insécurité complète, autant à l'intérieur que dans les frontières où des troupes voisines ont parfois menacé nos citoyens. Il importe donc de repenser notre système de défense et de sécurité. Autant la cause adresse ses vives félicitations aux cadres et combattants de l'armée populaire nationale, en ce que, par un sursaut de dignité et de responsabilité historique, ils ont rendu possible la tenue en ces jours des assises de cette conférence souveraine, en se rangeant résolument du côté du peuple, autant la cause doit dénoncer la politique militaro-tribale suivie jusque-là par le PCT et qui a failli condamner notre armée pour toujours à la maressance. La compréhension du processus de cette fantasmagorique métamorphose de notre armée renvoie à 6 principaux repères. 1. La stratégie de la cuvétisation de l'armée par sa couillou-bochicratisation. 2. La tactique du harcèlement des cadres authentiques. 3. La stratégie de la propulsion des caporaux et caporaux-chefs au grade d'officier. 4. La pratique de la création du corps des travailleurs politiques dans l'armée. 5. La nomination à la tête de certains corps des serviteurs zélés du PCT. 6. La tactique du recrutement clandestin et nocturne. Aussi, importe-t-il qu'aujourd'hui, plus que jamais, l'armée se réconcilie avec elle-même et avec le peuple autour de ses valeurs principielles originelles. La cause exige à cet effet plutôt, que la conférence nationale se penche sérieusement sur la politique de défense et de sécurité en vue de dégager des orientations précises pour la tenue d'un colloque à l'art.
Mesdames et messieurs, si la permanence des violations et atteintes aux libertés est présente à des degrés divers dans l'histoire de la vie politique congolaise depuis l'indépendance, l'analyse de l'histoire économique montre cependant que le régime du président Massamba Deba réussit à endiguer les tendances à l'enrichissement illicite naissantes sous Youlou, et que c'est sous le régime du PCT qu'une mise à sac systématique a été organisée par une horde de charognards propulsés au devant de la scène politique par le favoritisme, le clientélisme politique, et dont la seule vertu était la médiocrité totale. Or, et c'est ce qui est grave, en tout cas, personne n'a le droit de s'enrichir sur le dos de la collectivité. Et pire encore, de lui faire supporter les conséquences de ses déboires. Le peuple congolais, dont la cause défendra toujours opiniâtrement les intérêts, se constitue partie civile à travers cette conférence nationale pour exiger réparation de ces manias responsables de la débâcle de son économie et qui poussent d'ailleurs l'hérésie en le narguant par un train de vie grandiloquent, incompatible avec leur situation minable d'anciens fonctionnaires de basse catégorie. Le peuple doit connaître l'usage que M. Kimbembe Dieudonné, alors ministre du Travail, de la Sécurité sociale et de la Justice, a entre autres réservé aux soustractions qu'il a opérées sur les comptes de la Caisse nationale de sécurité sociale, respectivement le 18 mai 1988, chèque BIDC numéro 080 33 28, d'un montant de 77 900 000 francs. Avis de débit BCC de 10 millions de francs à la même date, le 8 juillet 1988, chèque BIDC numéro 080 34 09, d'un montant de 108 250 000 francs. Chèque BCC Pointe-Noire, numéro 39 86 592, d'un montant de 500 millions de francs. Chèque UCB Pointe-Noire, numéro 76 64 301, d'un montant de 100 millions de francs, soit un total fabuleux de 796 150 000 francs CFA en l'espace de 2 mois. Cette somme constituant la participation de la CNCS au capital d'une brasserie fantôme installée à Oyo et dénommée Brasse Congo, au coût prévisionnel surdimensionné de 14 milliards, s'est volatilisé, plaçant ainsi la CNCS dans une paralysie financière profonde, l'empêchant d'honorer ses engagements vis-à-vis de nos vieux parents allocataires de cette institution. À ce sujet, il importe de féliciter la dynamique Confédération syndicale congolaise pour sa perspicacité qui a permis l'introduction de ce contentieux en justice. De même, M. Kimbembe, M. Note Etienne et le staff financier administratif de la Caisse de retraite des fonctionnaires de l'époque devront justifier au peuple congolais en général, et singulièrement à nos vieux parents, le manquant effroyable de 773 123 662 francs constatés dans les livres comptables de cette institution au titre suivant. Dépenses non comptabilisées, 527 360 214 francs. Sorties abusives des fonds non justifiés, 245 763 448 francs. Dans la même logique, M. Okomba Camille, ancien directeur général président d'Hydro-Congo, actuellement directeur général de Wilka, devra s'expliquer sur les règlements irréguliers et sans justificatif effectués le 26 juin 1981, 102 625 450 francs, et le 2 février 1982, 224 94 070 francs, soit un total de 326 719 527 francs à l'ordre de Sakomi, filiale du rançonneur Pierre Otombongo, soi-disant avaliseur de l'État congolais, a interpellé au premier chef à la conférence nationale. S'agissant toujours d'Hydro-Congo, M. Saturnin Okabe, présent dans la salle, et M. Nguesso Maurice, pompiste, devenu par cooptation au cadre de l'entreprise, devront s'expliquer sur la signature à Brazzaville, le 3 février 1987, d'un protocole d'accord consacrant le bradage à Pêche au Congo du parc matériel roulant, de matériel de manutention et de pièces de réchange d'Hydro-Congo. Il faut également que M. Michel Castami,
proche ami du clan présidentiel, s'explique sur les charges non justifiées à Socofar d'un montant global de 300 millions de francs apparu dans les états financiers de 1985. Sur Ofnacom, M. Elenga Ngamporo, ministre du Commerce de l'époque, et Oussa Ngongo, ancien DG, auront à justifier le découvert de plus d'1 milliard constaté dans cette entreprise à la fin de l'année 1984, résultat de la gestion dolosive qu'ils ont organisée avec la société de gestion du golfe de Guinée, S3G. Par contre, M. Boudoneza Alphonse et son neveu et conseiller M. Limbongo Ngoko, et qui ont impitoyablement et anarchiquement bradé l'OFNACOM, devront, documents à l'appui, s'expliquer sur la vente au rabais du patrimoine de l'entreprise. À titre d'exemple, Horizon 2000, équipement, stock, 2 chambres froides et transformateur a été cédé à 2 millions de francs CFA à Nguesso Alphonse de la CNCS. L'immeuble de Pointe-Noire à 10 millions à M. Ndinga Oko Daniel, beau-frère du général Dabiran Norbert. Les barges de l'OFNACOM ont été livrées à 22 millions à la STAO, société fantôme, dont le principal actionnaire est M. Boudoneza et M. Limbongo, directeur général. J'en ai terminé, monsieur. Autant de dossiers scandaleux que nous ne pouvons dévoiler dans le laps de temps qui nous est imparti. Quand on sait que chaque ministre a le droit de puiser à volonté dans les caisses des entreprises placées sous la tutelle de leur département, que le directeur général des douanes, celui des impôts et le trésorier payeur général ont des chapitres non soumis à contrôle dans lesquels ils se servent impunément, l'on peut s'imaginer comment le pays a été géré. Mesdames et messieurs les délégués, c'est la conclusion, Monsieur le Président. Tout ce déchiquetage de l'économie nationale n'a pu être possible que grâce à la complicité de sa sainteté Denis Sassou Nguesso, timonier de l'appareil bureaucratico-tribalo-clanique du PCT, dont le siège a été transféré à Oyo et dont le contremaître est Aimé Emmanuel Yoka, éminent juriste africain, confondant malheureusement légitimité et légalité. Lorsqu'on ajoute à cette catastrophe économique le délabrement du tissu social ces dernières années, on se demande comment on pourrait alors continuer à imposer à ce peuple qui a tant souffert la présence d'un personnage aussi macabre et incompétent que Sassou. En raison de cette indignité et en attendant les prochaines élections présidentielles, la cause propose que l'acte constitutif de la période de transition supprime les fonctions de président de la République et que les charges de chef de l'État soient exercées par le Premier ministre. La mise en résidence surveillée de M. Sassou, qui a de nombreux comptes à rendre au peuple congolais, devant être immédiatement prononcée par la conférence nationale. Je vous remercie. Nous écoutons le proverbe venu du Kwilu. Le proverbe informations à demain. Hein. Oui, l'anecdote est
Oui. Vous avez la parole. Bapange